My name is Louise Joséphine Bourgeois. I was born in 24th of December 1911 in Paris. All my work of the last 50 years, all my subjects have found their inspiration in my childhood. Les Grandes Dames de l'Art est une série de podcasts produite par AWARE, Archives of Women Artists, Research and Exhibitions, en partenariat avec l'INA, avec le soutien de la maison Veuve Clicquot et la délégation à la transmission des savoirs et à la démocratisation culturelle du ministère de la Culture. Les Grandes Dames de l'Art. Les Grandes Dames de l'Art. Les Grandes Dames de l'Art. Le podcast Les Grandes Dames de l'Art donne la parole aux artistes femmes du XXe siècle. Elles parlent de leur œuvre, de leur vie, du monde qui les entoure et de leurs conquêtes. Partons à la recherche de leur présence, de leurs secrets. Retrouvons l'histoire cachée des artistes femmes à partir de leur voix. On a longtemps pensé que la sculpture était réservée aux hommes. Pourtant, les artistes femmes les plus connues et les plus populaires du XXe siècle sont des sculptrices. Camille Claudel, Niki de Saint-Phal, et pour clore cette trilogie, la formidable œuvre de Louise Bourgeois. Quelle personnalité, quel sens de l'humour, quel esprit! Voilà ce que je voudrais vous faire découvrir de cette artiste extraordinaire qui a travaillé si longtemps sans reconnaissance, dans l'ombre, et qui pourtant n'en a gardé aucune amertume. Au contraire, elle reste concentrée toute sa vie et jusque ces dernières années dans un travail quotidien, forcené. Elle aborde des sujets difficiles, souvent intimes, et que les femmes n'ont jamais abordés avant elle. Cette pionnière avance sans peur. Mais c'est aussi une femme espiègle, amusante, souvent provocante. Le travail de Louise Bourgeois a été reconnu très tardivement, ce qui est une triste caractéristique du travail de beaucoup de grandes artistes femmes. Elle est la première artiste femme à bénéficier d'une rétrospective au MoMA en 1982. Elle a alors 71 ans. Cependant, la télévision et la radio de son pays d'origine, la France, ne s'intéressent à elle que 10 ans plus tard. Ce n'est donc qu'en 1996, année des 85 ans de l'artiste, que la radio lui consacre une longue émission d'1h30, l'atelier de création radiophonique produit par Jacqueline Caux. Les auditeurs découvrent l'ampleur d'une œuvre et d'une vie, d'une femme qui n'a rien perdu de sa verve, de son énergie dans la création et de son sens de l'humour. Écoutons-la. L'imperfection, c'est ce qui vous fait marcher. Moi, je travaillerai sur une pièce encore et encore et encore jusqu'à ce que ça soit parfait. L'imperfection est une chose... c'est une chose qui vous motive, oui. C'est pour ça que je travaille en série. Par exemple, si vous voyez dans le fond de l'atelier ici, il y a the Arch of Hysteria, l'arche de l'hystérie, mais j'en ai fait une douzaine, parce que je n'arrivais pas à produire ce que je voulais. Et c'est ce sens d'imperfection qui me fait continuer. On ne peut pas se lasser, n'est-ce pas? Il y a une espèce d'acharnement, là, que je possède. Oui. Je ne me fatigue pas des choses. Si j'ai un sujet, eh bien, il y a une chose éternelle, là, qui revient et qui, comme un tissage, vous savez, on le fait, puis après on le refait, puis après on le refait, et puis après c'est pas parfait, alors on le défait. À la fin du XIXe siècle, le professeur Jean-Martin Charcot, médecin interniste à la Salpêtrière, démontre que l'hystérie, une maladie exclusivement féminine, n'est pas seulement organique, mais relève aussi d'un mécanisme psychologique. Il invite ses patientes hystériques à montrer leur crise dans des séances quasi publiques qui relèvent d'une forme de spectacle. Tout cela révulse Louise Bourgeois, qui propose une version masculine de l'hystérie, en demandant à son assistant Jerry Gorovoy de poser pour une sculpture célèbre, l'Arc de l'hystérie, où le corps convulsé est un corps masculin. Toute l'histoire de Charcot est très intéressante.
Et en fait, il y a beaucoup d'hommes qui sont hystériques. Mon intérêt dans Charcot est un intérêt, je répète, féministe. Comme sujet, l'âge de l'hystérie est partout et revient tout le temps. Les gens qui ne voient pas clair et qui voient pas, qui me disent, qui voient pas que c'est un homme. Le fait que c'est un homme, puisque Jerry, ici présent, son corps a été moulé et c'est lui. Hein? Alors, il faut regarder. L'artiste suit une psychanalyse pendant plus de 30 ans, intensivement des années 50 jusqu'au milieu des années 60, puis de manière plus occasionnelle. C'est un sujet qu'elle aborde avec un mélange de liberté et de complexité. Elle se méfie de la pensée de Freud, reconnaît l'importance de l'inconscient, mais craint aussi que cela fasse disparaître chez elle ce qu'elle appelle la nécessité de créer des images. C'est un effort énorme et c'est un effort bienfaisant. La psychanalyse ne fait de mal à personne. Il y a des gens qui ont dit que lorsque des artistes sont psychanalysés, c'est pas vrai. C'est absolument le contraire. Ça ouvre toute une vision des choses, mais ce n'est pas assez profond. L'épreuve de perdre son mari, l'historien d'art Robert Goldwater, en 1973, invite Louise Bourgeois à définir une nouvelle étape de sa psychanalyse, auquel elle donne un nom imagé qui deviendra aussi le titre d'une œuvre, La destruction du père. Elle évoque sa relation tendue avec son père ainsi que la violence latente entre ses deux parents. À l'heure du dîner, pendant le repas, pendant le dîner, ma mère voyait sur le visage de mon père une certaine crispation, une certaine irritation. Et mon père, qui était un homme d'émotion, ne pouvait pas contrôler son irritation sans insulter les gens. Et ma mère essayait d'éviter ça. Et alors, avant le repas, elle mettait à côté de l'assiette de mon père une autre assiette qu'il avait l'autorisation de briser. Mon père, qui vivait avec sa maîtresse, chez nous, sous le même toit que ma mère. Par conséquent, je considérais que ses aînés, c'est-à-dire mon père et la maîtresse, se foutaient de moi, se foutaient de nous. Et que ma mère était victime. C'était une simple victime. Elle avait ses raisons pour ne pas se révolter, mais ces raisons n'étaient pas nos raisons. Ce n'étaient pas les raisons que mon frère et ma sœur avaient. C'était des raisons différentes. Sa mère, qu'elle considérait comme sa meilleure amie, meurt en 1932 alors qu'elle n'a que 21 ans. Mais ma mère, qui était une femme d'opinion politique avancée, c'est-à-dire qu'elle était très à gauche, elle m'a dit un jour « Tu ne toucheras jamais l'aiguille ». Ça veut dire que tu ne seras jamais une ouvrière. Je ne veux jamais que ma fille soit une ouvrière. Ça veut dire que les ouvrières étaient exploitées. Alors je n'ai jamais touché l'aiguille. C'est comme ça. Alors j'ai touché le fusain et les dessins. Elle m'a encouragée à aller au lycée et à devenir et à avoir une éducation. Mon père était contre l'éducation des filles, comme Balzac, comme tous ces gens. Il était contre l'éducation des filles. Et ma mère disait, ne perds pas ton temps à faire de la tapisserie, c'est idiot. Ne touche jamais l'aiguille. Va au lycée et va chercher une éducation. Elle était une féministe. Suivant les conseils de sa mère, Louise Bourgeois étudie. Elle s'inscrit à la Sorbonne pour une année en mathématiques. Elle y reste un an avant d'apprendre l'art à la fin des années 30, dans divers ateliers d'artistes de Montparnasse et de Montmartre, ainsi qu'à l'École des Beaux-Arts de Paris. Elle fréquente les artistes de l'École de Paris, les surréalistes et toute la bohème parisienne. Mais alors, pour moi, c'était une chance d'aller partout. Il y avait beaucoup de rage dans moi, de ma famille, et j'allais explorer tout. J'étais d'une curiosité phénoménale. Alors, j'allais d'atelier en atelier. Alors, vous me direz, mais où trouvais-tu ton argent, puisque mon père était plutôt radin? Comment pouvais-tu payer tous ces gens? Eh bien, la raison, la finesse, c'est que mon père, qui adorait les Anglais, et surtout les Anglaises, adorait la langue anglaise. Alors, toute petite, comme ça, j'ai appris l'anglais.
Et dans tous ces ateliers, puisqu'il n'y avait que des Américaines, comme on vient de dire, le fait que je parlais anglais me donnait accès à tous ces ateliers sans avoir à payer. En tant que traductrice, j'avais le libre usage de tous ces ateliers. Et ça m'a énormément aidée. Elle rencontre son mari et part s'installer à New York en 1938, à l'âge de 26 ans. Étant donné que mon père avait encore et toujours des maîtresses, j'étais ravie de partir. J'étais ravie de partir et à échapper à une situation familiale très difficile. Et quoique j'ai fait de la neurasthénie en Amérique, je n'ai jamais regretté. Je n'ai jamais regretté d'être venue. Non. Alors, au lieu de découvrir Montparnasse et Pigalle, Montparnasse et Montmartre, alors j'ai découvert un peu plus loin. Après avoir changé de pays, Louise Bourgeois change plusieurs fois d'atelier tout au long de sa vie. Travaillant d'abord chez elle, dans un mélange perturbant entre vie familiale et vie d'artiste, elle finit, à partir de 1980 et à 69 ans, par trouver un lieu. Une ancienne usine de vêtements, séparée enfin de son domicile. Le lieu de l'atelier est un sujet primordial pour l'artiste, car elle a longtemps souffert du manque d'espace. Au point, quelquefois, d'être obligée de travailler sur le toit de son immeuble, seul coin tranquille pour elle. Les œuvres d'art sont beaucoup plus belles et beaucoup plus significatives dans l'atelier de l'artiste que dans les musées. Ça, c'est très important. Le plus bel emplacement pour les œuvres d'art est l'endroit où elles ont été créées. Et aucun musée au monde ne supplantera la beauté d'une pièce qui est restée où elle a été fabriquée. C'est ça. Et aujourd'hui, dans cet atelier qui est très grand et que j'aime beaucoup ici, j'emploie des matériaux différents. Et alors, en fin de compte, le dernier atelier qu'on peut avoir, c'est quand on n'en a pas d'autre, c'est de travailler dehors. C'est pourquoi, au début, je travaillais sur le toit, parce que c'était le seul accès que j'avais au open air, de l'espace. Dans l'émission au long cours « Histoire d'utopie » sur France Culture en 1999, produite par Monette Berthomier, Louise Bourgeois commande son œuvre et ses souvenirs pendant plus de 4 heures. À 88 ans, elle continue à produire de nouvelles pièces. Elle aborde notamment l'une de ses séries les plus emblématiques, intitulée « Maman ». Ce sont des sculptures monumentales d'araignées que l'on a vues devant ou à l'intérieur des plus grands musées. Oh, c'est un animal protecteur, oui, contre les moustiques, c'est-à-dire contre les virus. Et l'araignée est mon animal préféré. Et c'est un symbole de ma mère. Pardon ? Elle tissait, n'est-ce pas ? Oui, c'est vrai, elle tissait. Mais elle avait aussi des qualités qu'on trouve chez les araignées. Quand vous dites elle tissait, Elle tissait. Alors j'ai fait une œuvre là-dessus qui s'appelle Ode à ma mère. C'est une œuvre littéraire qui a été publiée en France et qui est illustrée par toutes mes araignées. Alors que sa mère lui avait interdit de toucher l'aiguille, Louise Bourgeois revient au fil et au tissu dans les années 90. Elle voit ce retour au textile comme une nouvelle introspection. C'est le retour du passé dont parle Freud. Le passé revient toujours. Que l'on le veuille ou pas, le passé revient toujours. Je le cultive en cultivant les mémoires, mes memories. On a même l'impression, enfin, que des événements de votre enfance, vous les... Je refuse de les oublier. Oui. Et vous les décortiquez, vous les travaillez. C'est ça. Jusqu'en... Je les connais de mieux en mieux. Je croyais qu'il y avait des choses que j'avais oubliées. Et puis tout d'un coup, je constate qu'ils étaient là. On n'avait qu'à ouvrir la page et c'était là. Plus Louise Bourgeois avance en âge, mieux elle connaît son enfance. Elle tient en effet un journal intime depuis sa jeunesse, dont la force est qu'elle ne le relit jamais. Pourtant, c'est une mémoire vive, à laquelle s'ajoutent beaucoup d'autres écrits. Le journal de son analyse, par exemple, mais aussi des poèmes,
des comptines, voire des chansons. L'écriture occupe une place centrale dans sa vie. On y retrouve sa radicalité, sa ténacité et bien sûr son sens de l'humour. Dans la très amusante composition Hôte, datant de 1995, l'artiste tourne en dérision l'infériorité du genre féminin dans la langue française. Elle invente des mots, quand ça l'arrange, tord notre langue et la malaxe comme un matériau qu'elle sculpte. Décidément, cette femme de 80 ans ne se prend pas au sérieux. Est une anglotte. La femme de l'amigo est une amigote. Avec son pote, elle dansote. La chamotte est la femme du chameau. La crapote est la femelle du crapaud. Ouhou. Il bouquine, elle bouquinote. Elle souffrote. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Pour son pote, elle est idiote. Il joue à la bourse, puis elle boursicote. Il cuisine, et puis elle popote. C'est ça. C'est ça, c'est ça. À la préparation, Mathilde Decroix avec l'équipe de Ware. À la réalisation, Élodie Royer. Musique originale, Julienne Augil. Générique, Andrew Nelson. Mixage sonore, Basile Beaucaire. Conseil scientifique, Catherine Gonard et Marjorie Micucci. Voix, Camille Morino. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de Ware.